Araf, Sini, oui. Oui, d'abord, merci beaucoup. On vous remercie. Pour moi, c'est toujours un miracle quand je vois quelqu'un qui n'est pas kabyle parler aussi savamment de la Kabylie. Non, mais c'est quand même magnifique. J'avoue que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter. Et ma question est la suivante. Je voudrais commencer avec, justement, à la fin de votre exposé. On parle de tradition et on est à une époque moderne. Est-ce que vous pensez que le concept de Tajmer pourrait, si comment dire, on la considère pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un niveau de gouvernement dans une cité, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de revenir à ça pour sortir un peu le marasme dans lequel est la Kabylie? Il y a une crise de valeur, il y a une crise à plusieurs facettes. Est-ce que ce serait une avenue intéressante pour la Kabylie? C'est-à-dire revenir à Tajmer comme un mode de gouvernement, mais moderne, adapté un peu à ce qui se passe, et qui devra forcément cohabiter avec les institutions modernes que tout pays moderne devrait avoir. Monsieur Rompes, est-ce que tu préfères répondre à chacune ou on rassemble 3 questions? 3 questions, et puis je vais répondre. C'est une question qui m'intéresse, évidemment. Je vais répondre. On enchaîne directement avec moi. Un, deux autres, et puis... Oui, j'aborde un peu dans le sens de arabe. Et d'abord, c'est toujours un plaisir de voir un non-français parler de la Kabylie. Ouais. Il y a tout le temps cette relation un peu conflictuelle avec les Français. Et la question est beaucoup plus large, à une échelle beaucoup plus large que l'arabe, ne se limite pas uniquement à la Kabylie. Donc, basé sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire vous avez remarqué même le choix des interlocuteurs, la roche, les opposants, donc il y a toujours cette récurrence du modèle traditionnel qui remonte à loin. Vous avez dit même dans les populations arabophones ou, disons, nord-africaines. Est-ce que cela ne veut pas dire que la meilleure sortie de crise de l'Algérie, c'est de revenir au système fédéraliste très décentralisé pour pouvoir donner à chaque région ses outils, parce que la Roche et les villages, c'est des petites républiques, vous dites SOF. Donc, quand aujourd'hui SOF est constitué de tel village, et demain SOF il peut changer. Donc c'est des alliances conjoncturelles des villages, parce que c'est des petites républiques. À Daoud, il y a beaucoup de petites républiques à l'intérieur d'Daoud. À Sada, c'est la même chose. Donc, si on extrapole tout ça à l'échelle algérienne, est-ce qu'on est en train de perdre du temps avec le gouvernement central, etc. Si c'est d'homogène, il vaut mieux qu'on décentralise ou bien dans des indépendances à toutes les régions qui l'attendent. Merci. Monsieur Salim. Oui. Je suis de Taouret Maguila de Michelet. On s'est rencontrés, non? Je ne sais pas. C'est... À Montréal, hier. Vous êtes monsieur qui? Salim. Salim. Mais vous avez au moins un cousin ou une frère à l'université de Tizi-Ouzou, qui est économe. Voilà, c'est cousin ou quelque chose. C'est mon frère aîné. Ah d'accord. Vous ressemblez un peu. Ah ok, d'accord. Je ne suis pas aussi érudit que lui. C'est vrai qu'on se ressemble. Moi c'est juste pour une précision. Je m'attendais à un mot que je n'ai pas vu, c'est le nom de Edroum, Iderma. Vous avez plutôt parlé de SOF. Oui. Vous l'avez expliqué, le SOF, on l'utilise dans le cas où il faut prendre position, une cooptation, quelque chose. Et la notion d'Edroum, vous n'en avez pas parlé. Est-ce que vous pourriez nous préciser? Ok. Je commence avec cette question parce qu'en fait, dans le livre, je parle beaucoup des idées et aussi Sakharov, Khardan, et dans le Haut-Djoudjoura, par exemple, on dit Afrak et Farga pour le ligne. Donc, dans l'analyse, si vous voulez, anthropologique, dans le livre, il est question de tout cela.
Mais je soutiens que, et là où je ne suis pas d'accord avec Bourdieu, par exemple, quand il parle, il donne beaucoup d'importance à Adrom. Et il suggère que, ça c'est dans ses premiers écrits, Sociologie de l'Algérie et la version anglaise plus développée, The Algerians, il suggère que Adrom c'est l'entité sociale la plus vivante et la vraie unité politique. C'est-à-dire, il ne veut pas reconnaître l'importance des autres niveaux, mais à mon avis, c'est parce que au village qu'il a étudié, à savoir Hesham, des Atiahia, le jeu des spoufs correspondait aux Idarma. Alors qu'ailleurs, par exemple à Ethouada, il y a 4 Idarma, mais il y a 2 spoufs. C'est-à-dire l'appartenance à un saf dépasse la parenté. Adrom, c'est un groupe de parenté, n'est-ce pas? Adrom, c'est plusieurs lignées réunies qui se reconnaissent comme étant plus ou moins descendues de même ancêtre. Et alors, donc, Adrom, pour moi, je donne un autre point de vue que celle de Bourdieu. Mais j'en parle beaucoup dans mon livre. Alors, donc, les 2 questions politiques qui sont difficiles, évidemment des défis. Je vous remercie pour vos questions. Fajmath, est-ce que ça pourrait être une avenue intéressante? Alors là, mon point de vue, je pense que dans la plupart, en Kabylie, pour la plupart, le village garde son importance. C'est toujours la vie sociale est une vie villageoise en partie, et donc à ce niveau-là, évidemment, Fajmath garde tout son importance. Et on voit qu'il y a des villages qui peuvent se vanter d'être très bien gouvernés. Et je pense qu'il y a même des concours, n'est-ce pas? On cite le village de Zoubga des îles Ilfen qui obtient parfois, même plusieurs fois, l'accolade comme étant le mieux géré, etc. Ethouavan était en lice à un moment donné. Gagnant cette année, gagnant du prix de la propreté. Ethouavan. Ah, aux amis d'Ethouavan, mes félicitations. Je suis ravi de cette information, de cette nouvelle. Bon, c'est-à-dire que Fajmath garde son problème, sa valeur, son importance au niveau de la gouvernance du village. Le problème, c'est est-ce que ça peut offrir plus que ça, n'est-ce pas? Votre question, c'est là. Et à mon avis, je pense que la question se pose, Fajmath, à quel niveau? À un niveau au-dessus du village? Mais ça n'existe pas au-dessus du village. C'est-à-dire, à moins que on s'inspire de l'esprit de la Fajmath pour remodeler, reformer les autres institutions au niveau supérieur. Et là, je pense, oui. C'est-à-dire que, pour moi, l'esprit de Fajmath, c'est quoi? C'est que la décision se fait à partir d'un débat entre gens qui se respectent, qui ont des points de vue à exposer, et on écoute l'autre. Il y a un débat sérieux. D'abord, c'est un débat public. C'est important. Hein. C'est pas en conclave secrète. C'est déjà la décision politique est prise devant l'opinion publique. C'est très important pour moi. Et je pense qu'un des enjeux pour la réforme politique de l'Algérie, c'est de permettre à l'opinion publique algérienne de peser dans les décisions du gouvernement algérien. Donc, l'esprit de la Fajmath, à mon avis, a beaucoup à offrir pour inspirer des réformes politico-constitutionnelles au niveau supérieur. Mais ça, c'est une vision différente de la vision qui veut, en quelque sorte, revenir à Fajmath et
se contenter de vivre au niveau local et abandonner toute ambition de reformer la vie politique au niveau de l'État moderne. Et je pense que ça c'est un pont en quelque sorte à la deuxième question, parce que est-ce que une solution fédéraliste peut offrir la sortie de crise? C'est possible. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr, je ne suis pas un oracle, mais je suis un peu sceptique. Et je vous dis, je suis un peu inquiet, parce que je pense que une solution fédéraliste, il y a au moins deux obstacles ou deux problèmes qui vont se poser. D'abord, évidemment, il y a un mouvement dans l'opinion kabyle qui est prêt, qui veut tenter cette expérience avec l'idée de l'autonomie de la Kabylie. Il ne me semble pas qu'il existe des mouvements aussi développés dans les autres régions. Il y a donc un déséquilibre. C'est-à-dire, il me semble que, vous allez me corriger si je suis mal informé, mais j'ai l'impression que l'idée d'une autonomie régionale n'est pas développée ailleurs. Et ce qui fait que, d'une part, ça offre au gouvernement algérien, en quelque sorte, des justifications pour refuser la revendication chez les Kabyles. Hein, je parle en termes de réalisme, quoi. Mais ce qui est aussi une implication possible de cet état de fait, c'est que personnellement, et j'ai suivi l'évolution de la Kabylie depuis 40 ans, je n'aime pas de voir la Kabylie être ghettoisée. C'est peut-être un peu romantique de ma part, mais je pense, j'ai toujours caressé en quelque sorte l'idée que la Kabylie a beaucoup de choses à offrir à l'Algérie. Et si l'esprit de la Fajmath, pour remodeler les autres institutions au niveau de l'État, ne viendra pas de la Kabylie, il ne viendra pas. Donc, je vois des inconvénients dans cette solution, mais il y a une autre raison où j'hésite. Je ne suis pas contre, je suis neutre, je suis en dehors de la mêlée, mais je donne un avis. L'autre aspect que je suis en train de prendre en compte, c'est le fait que, et je sais bien que c'est un raisonnement qui peut être utilisé abusivement par le pouvoir, mais regardez ce qui s'est passé en Libye, en Irak, au Yémen, en Syrie. L'Algérie n'a pas que des amis à l'extérieur. Je crains qu'à un moment donné, il y a des puissances dans ce monde qui pourraient être tentées d'intervenir en Algérie d'une manière qui peut apporter la catastrophe. C'est pas quelque chose qu'on peut exclure. Et je pense que le problème d'une solution fédéraliste, un aspect, c'est que ça pourrait affaiblir l'État. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être exploité par d'autres puissances. Regardez ce qui se passe dans votre environnement. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose dont il convient de tenir compte. Et évidemment, c'est une situation qui pourrait être... c'est un aspect qui pourrait être invoqué par le pouvoir pour justifier une attitude tout à fait conservateur. Le statu quo. Je ne suis pas pour le statu quo. Justement, le pouvoir... Je suis pour une réforme, mais pas une réforme, mais plutôt une autre réforme. Et le fédéralisme, je pense que... Je vais livrer le fond de ma pensée. Je pense qu'on est tenté par cela parce qu'on est désespéré. Je pense qu'on ne voit plus comment... C'est-à-dire, on avait quelques rêves, si vous voulez, de changer l'Algérie dans son ensemble, de changer l'État.
On voulait croire que c'était possible, on est découragé, on constate que des démarches n'ont rien donné, ont très peu donné. Et je pense qu'en partie, c'est le désespoir qui s'exprime. Et ce qui est tout à fait compréhensible, mais je pense que quand même, il ne faut pas désespérer. Et je pense qu'une partie du problème, c'est que ceux qui devaient et qui se vantaient de porter l'étendard de la réforme politique, démocratique, etc., n'ont pas été à la hauteur de leurs ambitions. C'est-à-dire qu'il s'agit peut-être de voir pourquoi les démarches de démocratisation ont échoué. Non pas d'abandonner l'idée, mais de tirer les leçons. Et puis revenir. Enfin, c'est ce que je souhaite voir. ولف كان مسلاين نسكسين وياه وزغا ما لازم راه كان كان ديوم باوا سان كومونتير بور جي با الدروا دينير monsieur Robert, je comprends, vous avez bien mis le point sur le fait que j'ai bien peur que le pouvoir utilise ça comme étant, vous avez dit, la menace de la Syrie, de ce qui se passe en Libye, de ce qui se passe, le pouvoir utilise ça comme étant, quand je dis statu quo, donc pour justifier son statu quo, laissons les choses comme ça. Mais tu dis comme quoi l'idée de l'autonomie, de la Kabylie, tout ça, c'est dû au désespoir, etc. Mais en contrepartie, que répondez-vous aux partisans de ces idées d'autonomie qui disent de la Kabylie, qui disent comme quoi, qu'est-ce qu'il faut faire contre la Kabylie depuis le mouvement national de 1926 étoiles nord-africaines jusqu'à la Révolution, jusqu'à le FFS, jusqu'à l'URCD, ils ont toujours voulu tirer l'Algérie vers le haut au moment où le pouvoir avec la complicité des autres régions, tire la Kabylie vers le bas, et maintenant, c'est qui le perdant, c'est la Kabylie, et en milieu de ça, c'est l'Algérie. Devant cette situation-ci, quoi faire? On est dans l'embarras aussi. Oui, les Kabyles sont l'embarras. Oui. Donc c'est ça ce que je voulais dire. C'était juste un commentaire. Je laisse la parole aux autres. Peut-être que vous allez répondre en même temps que les autres. Monsieur Robert, vous avez mentionné que la Kabylie a vécu sous deux traditions qui sont un peu différentes ou antagonistes. Une tradition de self-government qui est basée sur le code de droit, une tradition religieuse divine basée sur la religion, sur la loi musulmane. Comment la Kabylie a vécu tout ce temps sous deux traditions qui sont à coexister, ces deux traditions qui sont plus ou moins contradictoires? Oui, Rachid, deuxième question, vous allez noter. Oui, deuxième question, oui. Oui, je retiens de tout ce qui a été dit que le Tajmaït existe toujours. Elle existe en Algérie, que le relogement naturel de la Kabylie, qu'on ne le veut pas, et qu'on le voit à travers la fragmentation un petit peu. Le Tajmaït a été dévoyé de sa vocation, a été rassemblé dans le premier cadre politique, qu'elle a été dévoyée. On le voit à travers la fragmentation du champ politique, avec les partis à droite et à gauche, les partis noyautés par le pouvoir, etc. Et c'est cette proportion qu'a le pouvoir d'exploiter les divisions internes. On le voit à travers les divisions, la permanence des divisions d'ailleurs, les divisions existent depuis très longtemps. Et le fait est là, et je ne pense pas que la Tajmaït telle qu'elle est aujourd'hui soit un modèle pour demain, à moins de la réformer en profondeur et de la moderniser peut-être et de l'adapter au... Je vais revenir un petit peu à l'histoire parce que le monde moderne est tellement désespérant, comme vous le dites. Il y a une période dans l'histoire qui m'intéresse beaucoup ces derniers temps, c'est la période des éctocraties. La période des éctocraties, juste avant l'entrée des Français, donc il y a des conflits entre la Régence d'Alger, les éctocraties et les Benzamoun. Et on voit très bien toutes les contradictions qu'on vit aujourd'hui, on les observe. J'aimerais avoir un peu votre opinion sur cet épisode très, un peu sombre dans l'histoire de la Kabylie, de l'Algérie moderne. Réponse aux questions? Oui. ولي تسناس التليفون تسوقيلت
أمرافق نون ور نسعي تمثيلت إوا كنا تسولفم يعكويرن نسني لسانن أتيلي ميالاس تقارب مرث وشولين نون أسناسنا ونديف كودم يلهان إن رث يجن يسهل ويسقدش غير مدن مرة خاص تانيث سقع كويرن يسني لسانن سيدرث داس ناس نتيليفون تسوقيلت سي جوجل بلاي ناغ لاب ستور تفهم سهالة ذ لهو نوذ منا نسقدش أرنوث ديما نون غير داليا. D'abord c'est Tariq, n'est-ce pas, les deux traditions. Alors, c'est pas vraiment une coexistence, c'est plutôt comme une pendule. C'est-à-dire, il y a la tradition qui est la tradition du self-government. Et ça, c'est la Jama, les Taman, le Qanun, etc., comme vous le savez. Et je soutiens quand même que dans des situations, des moments exceptionnels, où la Kabylie, les Kabyles étant musulmans, deviennent de nouveau conscients de leur appartenance à une communauté plus grande, à savoir la communauté, la Oumma, la communauté musulmane. Comme par exemple dans une situation de crise où la régence d'Alger est prise d'assaut par des Français chrétiens, comme par exemple quand il s'est agi de se soulever le 1er novembre. Et la guerre de libération, comme vous le savez, il avait deux faces. Il y avait la face moderne, explicitée dans des entretiens donnés à la presse française par Aban Ramdan et Amar Ouamran, ce qui donnait une vision parfaitement moderne et progressiste de ce mouvement révolutionnaire, alors qu'en même temps, les chefs ALN à l'intérieur convainquaient les gens de rallier la révolution en leur posant deux questions. Êtes-vous des hommes? Êtes-vous musulmans? C'était comme ça que le FNN a agi sur le terrain. Comme a bien dit, comme raconte le pharaon, il s'agit de lire ce qu'il raconte sur comment le FLN a gagné son village des Ihebel. C'était avec un discours très dur. Vous, les gens des Ihebel, on vous connaît, vous êtes tous des Négrés. Il n'y avait ni foi ni loi. Grande confusion chez les gens de Ihebel. Tout cela était vrai. Vous vous souvenez de Pharaon? Alors, c'est comme ça que ça s'est passé sur le terrain, n'est-ce pas? Donc il y avait cet aspect de djihad. Et c'était, comme a reconnu Mohamed Harbi il n'y a pas longtemps, les règles tacites du djihad expliquaient le ralliement des populations. Même si on parlait jamais explicitement en termes de djihad, c'était quand même comme ça que ça se passait. Ce qui veut dire que il y avait cette deuxième tradition, et c'est, à mon avis, je soutiens que cette tradition qui a porté les Al-Qadi à une situation de puissance régionale, parce qu'ils ont commencé par étant les chefs d'une armée mobilisée pour faire face aux Espagnols. Et ils faisaient ça au nom de l'Empire Hafsid. Il faut tenir compte du clash des empires espagnols, Hafsid, ottoman, etc. C'était une situation quand même avec un aspect géopolitique quand même très serré à l'époque. Alors c'est pour ça que je parle de deux traditions, et je pense que les Kabyles en fait ont été mobilisés par cette deuxième tradition en moment de crise, et qu'une façon de voir le problème de la désaffection kabyle vis-à-vis du pouvoir algérien depuis l'indépendance, c'est que ce pouvoir algérien est sorti d'une mobilisation d'ordre de djihad, c'est-à-dire un mouvement révolutionnaire exceptionnel, qui n'était pas organisé démocratiquement et ne peut pas aboutir sur une forme de gouvernement démocratique. Et donc l'autre tradition de self-government, qui est dans l'âme des Kabyles, les porte à un mal supporté, un système de gouvernement qui ne correspond pas à la tradition de self-government dans le cadre d'un état de droit, dans le cadre d'une représentation réelle de la société, et dans le cadre d'une tradition de prise de décision
par débat public. C'est ça que je voulais dire. Alors, la question, c'est M. Rachid, c'est ça? Oui, vous parlez de la Rajmath et la fragmentation. Vous parlez maintenant de la situation politique récente, à savoir cette prolifération de partis, noyautés, etc. Je suis tout à fait d'accord avec cette façon de voir. J'irai un peu plus loin. À mon avis, il n'existe pas de parti en Algérie. Ce sont des faux partis. Non, mais ça doit être le point de départ d'une analyse et aussi d'un projet. Mais c'est à vous d'imaginer ce projet. Mais je dirais qu'une chose, et ça revient, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur la question comment faire, en quelque sorte, inspirer des réformes réalistes, mais dans un sens de modernité, au niveau de l'État, mais avec l'esprit de la Rajmath, de ce qui est positif et ce qui est à retenir et préserver dans cette tradition de la Rajmath. Or, la Rajmath, c'est d'abord une réunion qui délibère, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un pouvoir législatif. Si vous analysez le système de self-government in Village Kabyle en fonction des termes utilisés par la science politique, il y a un exécutif très faible, l'Amin, l'Oukil, l'Abara, c'est-à-dire l'exécutif est réduit, c'est minime. Il y a une assemblée représentative qui délibère, qui prend les décisions. C'est-à-dire le pouvoir législatif prime. C'est important. Et puis, il y a un pouvoir, il n'y a pas vraiment magistrature, parce que le Rajmath fait fonction aussi de tribunal, n'est-ce pas, de cour, qui applique le canon. Tout ça me rappelle d'une manière en quelque sorte réduite le principe du Parlement britannique. Le système de gouvernement britannique, jusqu'à une date récente, était un système dans lequel le pouvoir législatif était suprême. On n'a jamais eu une constitution écrite en Angleterre, mais on connaissait que la constitution anglaise se résumait dans une seule phrase. Parliament is supreme. Et que l'exécutif devait être d'abord composé par des membres du Parlement et comptable devant le Parlement, et que le Parlement était en même temps l'apex du système de la magistrature. Or, je ne veux pas semer la confusion, mais je pense que ce qu'il faut faire, et je soutiens ça déjà dans mes écrits, donc je peux me répéter sur ce point, il faut absolument au niveau national viser le Parlement algérien et revendiquer, insister sur ce que ce Parlement devienne un lieu de décision réelle. Tant que ce n'est pas un lieu de décision réelle, on peut truquer les élections sans le moindre problème parce que les gros intérêts dans la société se fichent complètement de ce qui se passe dans les élections pour l'Assemblée nationale. Ils ont accès au pouvoir direct par des moyens occultes, n'est-ce pas, dans l'informel. Et donc, les grands intérêts, je parle de business, les entrepreneurs, mais aussi d'autres intérêts, ne sont pas concernés par ce qui se passe lors des élections législatives. Et cela tient au fait que ce Parlement ne décide de rien d'important. Si vous voulez changer dans un sens de primat du secteur formel sur l'informel au lieu de l'inverse, sur l'état de droit, il faut absolument que votre Parlement devienne un lieu de décision politique sérieux. Et je suis quand même frappé par le fait que personne en Algérie revendique ça. Aucun des partis politiques ne pose cette question. Dans un seul. S'il y a un seul parti politique qui a timidement posé cette question, c'est en fait le parti de Djabala. Oui.
Alors, il y a de réfléchir là-dessus, n'est-ce pas? Bon. Alors, mais vous avez posé une autre question, beaucoup plus difficile, à savoir l'histoire compliquée et tortueuse des Oukassi. Oui, exactement. C'est une histoire assez trouble et je trouve qu'il y a un petit parallèle avec la période actuelle parce que c'est un peu les Turcs, la région d'Alger a beaucoup joué sur les divisions. Oui. Et les Allemands, etc. Oui, c'est exact. Et j'en parle un peu dans mon livre, mais sans vraiment m'étendre longuement là-dessus, parce que, faute de connaître tous les tenants et les aboutissants, je me suis surtout focalisé sur les Iguaouais. Mais je parle de ce qui s'est passé dans la Basse-Kabylie, parce que c'est la Basse-Kabylie où les Ottomans ont pu avancer et s'établir, n'est-ce pas? D'abord en créant le poste militaire à Tizi Ouzou en 1640, et puis on avance un peu au-delà avec... comment? Il y a Borj Sebaou et Borj Bogni, ça c'est plus tard, c'est du temps d'Ali Khoja. Et puis ils ont remodelé un peu la Basse-Kabylie, ils ont établi à partir de ces deux Borj tout un système de tribus, c'est-à-dire en nommant des cheikhs, etc. Et ça a marché dans la Basse-Kabylie. Évidemment, ils ont su récupérer les Amraouis, les Amraouiens, qui étaient avant acquis aux descendants des Al-Qadi. Il y avait toute une lutte. Je donne enfin ma façon de comprendre ce qui s'est passé pendant un moment. D'abord, les Amraouis, c'était des gens qui ont pu s'établir dans la vallée de la Sebaou avec la caution et la protection des Al-Qadi, des rois de Koukou. Par la suite, après la fin de Koukou, il s'est passé des choses mal connues. Mais une partie des Al-Qadi, à savoir les Ibirtouches, ont pu maintenir une partie importante de la puissance des Al-Qadi, y compris dans la vallée le moyen Sebaou. Et aussi le Haut-Sebaou, le Oued Boubehir. Et puis ça a devenu un enjeu entre eux et les Ottomans. Et il y avait un équilibre qui a duré un certain moment et puis qui a été brisé. Et à partir de là, les Ottomans ont su promouvoir des chefferies dans la Basse-Kabylie, dont les Oukassi. Il y avait aussi chez les Amraouis d'Ouo, il y avait aussi les gens de Tekobaïn, il y avait les Azouaou. Mais par la suite, c'est les Oukassi qui prennent le dessus. Mais je soutiens qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la régence ottomane a su intégrer la Basse-Kabylie dans son système de gouvernement, alors que la Haute-Kabylie, non. Et que donc, il s'est développé en quelque sorte une coupure, une division importante entre la vallée de la Sebaou, la Basse-Kabylie, en quelque sorte intégrée au système ottoman, et la haute montagne qui est restée indépendante. Oui, c'est une question au fond. Bonsoir. Du mauvais usage de la tradition, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, dans le livre rouge, Algérie-Kabylie, le livre en français, il y a un chapitre qui est en fait la version française d'un rapport que j'ai fait pour le International Crisis Group, qui est une ONG internationale qui se penche sur les questions des conflits violents. Voilà. Et j'ai travaillé, j'étais directeur du projet Afrique du Nord de cette ONG pendant 5 ans, basé au Caire. Et le premier rapport que j'ai fait pour le Crisis Group, c'était un rapport sur la Kabylie. À partir de cette histoire du mouvement citoyen, enfin d'abord les émeutes et le printemps noir, terrible, horrifiant cette histoire, et puis le mouvement citoyen. Et comme vous le savez, le gouvernement algérien n'aime pas les ONG, et ils m'ont obligé de patienter un moment. Moi, finalement, ils m'ont permis de venir et de faire mon enquête, il faut le dire, sans entrave. J'ai pu faire plusieurs visites en Kabylie et j'ai pu mener plus que 70 entretiens.
Et je fais une analyse du mouvement citoyen, ou des Arches, si vous voulez. D'abord, je soutiens que Arche, c'est une mystification. Ensuite, j'insiste sur le fait que les chefs de ce mouvement, dont les objectifs à l'origine, je trouvais tout à fait louables. Et je pense que c'était aussi, ça correspondait à l'opinion kabyle au début. Parce qu'il fallait canaliser la colère des jeunes de manière à éviter qu'ils se suicident. Parce qu'ils étaient en train de se suicider, n'est-ce pas, d'affronter des gendarmes qui n'hésitaient pas à les tuer. Il y avait de la folie là-dedans. Et je pense que j'ai discuté avec les chefs fondateurs de ce mouvement. Et ils m'ont expliqué leur objectif. Il fallait absolument offrir aux jeunes un cadre d'action militante, non violente, qui pourrait canaliser leur colère et leur énergie de manière qu'ils évitent de se faire descendre. Alors, il est évident qu'au début, l'opinion kabyle soutenait cela. Moi aussi, je trouvais ça une démarche admirable. Alors le problème, donc, pourquoi ça a mal tourné, n'est-ce pas? Pourquoi ce mouvement a fini par décevoir? Et au moment où je faisais mes enquêtes en Kabylie, déjà l'opinion publique avait tourné contre ce mouvement. Les gens à droite et à gauche se plaignaient des agissements des Arches, soi-disant. Et le fait que ce mouvement était devenu violent. Le fait qu'au nom de la démocratie, un mouvement de contestation empêche les gens de voter, il y a quand même un paradoxe, si ce n'est pas une contradiction très claire. N'est-ce pas? Le fait que des gens se font menacer pour faire la grève 5 ou 6 jours pendant un seul mois, ça pouvait ruiner des commerçants. Et qu'on les oblige de faire la grève sous menace de... Sinon, on brûle la maison, on brûle la boutique. Évidemment, il y a un problème. Pourquoi ça a mal tourné? Et là-dedans, je pense qu'il est question des traditions et du mauvais usage de la tradition. Et on peut citer plusieurs choses. Je soutiens dans mon analyse que c'est surtout la tradition villageoise qui a animé l'organisation et le fonctionnement interne de ce mouvement. Il faut noter qu'on a insisté à recruter au mouvement sur le lieu de résidence. On a refusé l'adhésion des gens par association moderne. C'est très important et c'était un enjeu à Béjaïa. Le premier mouvement à Béjaïa, c'était basé sur la ville et ça a mobilisé des associations, des syndicats libres, etc. Et puis il y avait en quelque sorte un coup. Contre cela, on a monté un autre mouvement, une autre coordination, dont les bases étaient dans la vallée de la Souna, et dont le chef était Ali Harbi. Et on a pris la décision de reconnaître seulement cette coordination-là et d'expulser l'autre. Il y avait des luttes, il y avait des luttes d'influence, et on a donc voulu que ce mouvement fonctionne à partir de lieux de résidence, à savoir les villages ou les quartiers des villes. Et donc on a fait fonctionner les traditions de l'organisation politique villageoise, à savoir la tradition de la Jama. Et ça se voyait dans la façon qu'on croit ce mouvement prenait ses décisions. Parce que d'abord il fallait que pour chaque décision il y avait unanimité, il y avait consensus. Ce qui voulait dire que les débats pouvaient prendre des heures et des heures pour arriver à une décision qui ne menait pas loin. Tellement il fallait composer avec tous les autres points de vue. Et aussi avec cela, il y avait la tradition, ce qu'on appelait le refus d'avoir un leadership. Ça, ça fait partie de la tradition. Lamine, il n'est pas un leader, il préside. Or, le fait de ne pas avoir un leadership, c'est-à-dire il y avait cette pratique de ce qu'on appelait la présidence tournante. Donc la présidence fonctionne, quelqu'un est président entre deux conclaves. Il est élu à un conclave et il est remplacé au conclave suivante. Et les conclaves se succédaient à une vitesse incroyable, n'est-ce pas? Incroyable, toujours dans un lieu différent. C'était une manière de faire en sorte que ce mouvement n'a pas de leader. C'est honorant. Et ça a permis
aux médias algériens de choisir les leaders. Et les médias algériens ont choisi Belaïd Abrika et Nadir Harbi. Et ces médias, bon, on peut se poser des questions sur les critères qui ont guidé le choix des médias. Mais c'était fatal. Parce que la tradition de la Jama, au fond, c'est une tradition justement de self-government d'un village. Et ce n'est pas une forme de gouvernement dont on s'attend à ce qu'il invente des choses, qu'il apporte un changement. Non, c'est gérer le village, maintenir les équilibres, maintenir la paix entre Ederma et Khardan, etc., et Fargan. C'est-à-dire cette situation qui s'oppose en quelque sorte un conservatisme social et économique. C'est très bien adapté pour gérer convenablement cette situation, mais le mouvement citoyen se donnait des objectifs presque révolutionnaires. Donc, c'est tout à fait différent. Donc, il y avait un mélange incohérent de perspectives. Et avec cela, on voit aussi le mauvais usage, si vous voulez, ou si vous voulez, l'aspect encombrant de cette tradition de la Jama, dans le fait que les femmes ne participaient pas dans ce mouvement, alors qu'au début, il y avait une participation des femmes. Des femmes ont participé à la marche noire à Tizi Ouzou, tout au début. Et il y avait des femmes qui participaient à ce mouvement à Béjaïaville, dans les associations. Par la suite, elles ont été exclues. Parce que la Jama est aux hommes, comme disait Mouloud Farah. Et c'est une observation tout simplement de la réalité. Et avec ça, il y avait aussi cette pratique de la mise en quarantaine, qui est devenue importante dès qu'il y avait des dissensions dans le mouvement. Et la mise en quarantaine, c'est aussi une pratique traditionnelle du village, n'est-ce pas? Une famille est montrée du doigt, exclue de la communauté. C'est la mort sociale. Donc on voit sur tous ces aspects des traditions qui avaient leur place dans un village kabyle d'antan, et peut-être dans un certain mesure jusqu'à maintenant pour le maintien, la gestion du village, mais qui n'avaient pas leur place dans un mouvement qui se donnait des buts, des objectifs politiques ambitieux, qui voulaient le changement. C'était donc un mauvais usage, une mauvaise sélection, si vous voulez, des traditions. Et ça explique en partie, à mon avis, pourquoi ce mouvement n'a pas pu réaliser les objectifs qui s'étaient donnés. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais on peut au moins en tirer des leçons. Il nous reste encore une demi-heure. 3 autres questions, après quoi, peut-être Nadia, la première, Hélène, et puis Azmi. Nadia. Oui, alors, moi, ma question, comment étaient organisés les villages kabyles avant la conquête musulmane et comment, avec l'introduction de l'islam, je parle aussi des Maravans, par exemple, c'est une société dans une société. Moi, je suis d'origine kabyle, mais ça marabout, et je sais que le système d'organisation dans les familles diffère des Maravans. Par exemple, et aussi quel est le rôle politique des marabouts, des Maravans, et qui sont-ils réellement? Alors, on dit qu'ils sont des Arabes, ou sont-ils des Berbères qui sont islamisés? C'est un peu tout ça qui... Bon. Si vous pouvez nous éclairer. Ok. Oui, j'attends les autres. Merci. Ma question, c'est par rapport à l'appellation Petite Kabylie, Grande Kabylie. Ça remonte à quand et ça a été donné par qui? Est-ce que cette appellation a... c'était quoi l'impact de cette appellation sur les élites kabyles, par exemple? Les élites politiques. Azmi. Ma question, c'est un peu plus historique sur la naissance de cette self-governance. Vous dites que c'est venu à une période de recul
de l'islam sur l'Afrique du Nord et puis l'arrivée des Ottomans. Et ce système-là est inspiré par la gestion ottomane, si j'ai compris votre thèse sur ça. Et donc vous dites que finalement, les Ottomans qui à l'époque n'avaient aucune gestion, disons, de ce type démocratique, si on veut, comment est-ce qu'ils pourraient inspirer un système basé sur la jama'a ou sur la consultation? Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, après, quand vous parlez de l'époque moderne, en citant les chefs révolutionnaires, vous dites qu'ils se sont inspirés de cette notion de gestion, self-governance, pour expliquer un peu les aspects d'organisation démocratique, d'organisation de structure, alors que cette époque-là, quand même, la démocratie, les avances sur les parlements démocratiques dans le monde existaient déjà. C'est-à-dire qu'il y avait des exemples dans le monde qui pouvaient inspirer des gens. Donc je ne comprends pas le lien que vous faites des fois à ce passé historique de la Jama'a et de la notion de self-governance, à un moment de l'époque, d'une époque moderne qui a déjà connu quand même plusieurs avancées sur les notions de Ok, thank you. Des questions pertinentes et quand même difficiles. Alors, d'abord pour Madame Nadia, je prétends pas du tout connaître ce que c'était le self-government des villages kabyles avant la conquête musulmane. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut... ma façon de comprendre cet passé très lointain, qui n'est pas l'objet de mon étude, je ne prétends pas avoir quelque chose à dire là-dessus, mais je suis enclin à accepter la thèse d'un Français observateur de la Kabylie, un observateur quand même très averti. Il s'agit d'un certain Jean Morisot, qui a soutenu que, alors que la Basse-Kabylie connaît une habitation humaine depuis très très longtemps, et certainement depuis avant les Romains, parce qu'il y a des traces, surtout du côté de Jama' Sahwij, Bida Municipium, etc., il soutient qu'en fait le Djurdjura, la haute montagne, a été peuplée assez tardivement, qu'il fallait défricher tout cela, c'était de la forêt avec des fauves, etc., et que contre la thèse comme quoi c'est la région habitée le plus longtemps, en fait c'est la région qui a été peuplée le plus récemment. Ça peut remonter à l'époque de l'invasion des Beni Hilal, donc le 11e siècle par là, 10e, 11e siècle, et que ça pourrait expliquer en partie pourquoi dès le début cette société a exhibé un certain aspect démocratique, parce que je suis conscient d'un cas qui ressemble un peu. C'est un cas qui n'a rien à voir avec d'autres populations berbères ou musulmans. Il s'agit d'une région d'Irlande qui a été longtemps pas du tout peuplée, parce que c'était une région sur le plan environnemental pas du tout invitant, hein, pas du tout attirant, mais qui a fini par être peuplée par des gens qui étaient en quelque sorte réfugiés politiques, etc., d'autres régions. Et voilà, mais exactement. Et c'est une région qui, par la suite, a développé une culture politique extraordinaire. Parce que dès le début, ces gens-là n'avaient pas de maître. Et ils ont été obligés à se débrouiller, et ils se sont débrouillés d'une manière égalitaire et en quelque sorte démocratique. Et je ne peux pas m'empêcher de voir un peu un parallèle avec la société des Iguaouans. Alors, pour l'autre partie de votre question, les Émiravins, c'est une question que j'ai éludée, que j'ai... enfin, j'en parle dans mon livre. Et évidemment, il y a des enjeux. Et il y a des points de vue qui s'opposent. Je fais le constat qu'il y a deux vagues d'activités missionnaires qu'on peut appeler, enfin, les mouvements des Émiravins pour islamiser la Kabylie.
il y a la première phase qui date du temps des Almoravides, les Almorabitoun, etc., n'est-ce pas, venus du Maroc. Donc, vers le XIe siècle, etc. Et puis, il y a une deuxième vague beaucoup plus tard, autour du XVIe siècle. Et ce qui est intéressant, que moi, j'ai pas pu faire une enquête vraiment systématique. J'avais des données qui me manquaient. Mais à partir des données dont je disposais sur les établissements, les zoyas et les saints individuels, dont on avait des détails pour l'origine, date d'implantation, etc., je constatais qu'il y avait tout un tissu de présence maraboutique, de zawiya, etc., dans ce que je considère le massif central de la Kabylie, à savoir, c'est-à-dire la région des Aïssi et des Matka, et aussi, enfin, par là, mais très peu dans le Djoudjoura. Et que ce n'est que la deuxième vague d'activité missionnaire des Imravdan qui installe, qu'on voit le Djoudjoura, c'est-à-dire la région d'Ain al-Hammam, la région des Aït Soura, etc., Aït Wassif, toute cette haute montagne-là, équipée avec des zawiyas, etc. C'est tardif, c'est intéressant. Et comment? Ils sont moins nombreux qu'en Petite Kabylie. Vers la vallée de la Soumane, il y a plus des Malardins que vers le Djoudjoura. C'est possible, je n'ai pas fait l'enquête sur ce point précis, mais ce qui est frappant, ce que je relève dans mon livre, c'est que la distribution des familles marboutiques chez les Egowawan est très inégale. Il y a des arches qui ont très peu d'Imravdan. Il y a d'autres arches dont le tiers de la population est maraboutique. C'est le cas des Aït Soura. C'est où Soura? Aït Soura. Tu ne connais pas? Excuse-moi, je m'excuse. Je connais mieux que par la Kabylie. Voilà, excuse-moi. Alors, donc, c'est quand même, c'est un cas curieux, le cas de Arsh Aït Soura, parce qu'il y a cette arche, c'est plus qu'une trentaine de villages, pour la plupart très petits. Donc, c'est pas conforme aux autres archigawawon où il y a des grands villages. La plupart des villages, je parle à l'époque où Hanato Le Tour ont fait l'enquête, c'est-à-dire début de l'époque coloniale, fin de l'époque précoloniale, et il y a beaucoup de villages maraboutique, beaucoup, alors que par exemple chez les Aït Wassif, pas un seul village maraboutique. Les marabouts, ce n'est qu'une allée, une ruelle, ou un quartier, au mieux un quartier dans un village, à majorité, la Traïa. Donc, il y a donc une variation quand même très frappante et qu'il s'agit d'expliquer, n'est-ce pas? Alors, j'offre une tentative d'expliquer cette répartition inégale chez les Egowawan de la population maraboutique. C'est une hypothèse. C'est pour en quelque sorte ouvrir un débat d'histoire sociale et religieuse. Avec ça, je pourrais ajouter une chose peut-être plus controversée. Il y a un épisode dans l'histoire de la Kabylie précoloniale dont on connaît sans rien comprendre. C'est-à-dire, c'est l'histoire des deux grands soufoufs au niveau de la région, le Saf Oufla et Saf Bouada. Et pas mal des auteurs y font allusion sans rien dire là-dessus, parce qu'on a le sentiment de ne rien connaître. Qu'est-ce qui s'est passé, de quoi il s'agissait, les tenants et les aboutissants.
tout le monde est d'accord que ça nous échappe. On n'a pas des sources, on n'a pas des... Alors voilà, je suis suffisamment téméraire pour en fait proposer dans mon livre une explication de cette affaire. Et il s'agit de le placer dans son contexte historique qui était la volonté croissante des Ottomans à pénétrer la Kabylie et le conflit entre eux et cette famille Ebuktochen, les Ebuktochen, c'est-à-dire héritiers des Afal-Qadi. Et c'est dans ce contexte qu'on peut commencer à comprendre les enjeux et la logique de cet affrontement entre deux spoufs qui ont englobé toute la Kabylie, y compris une bonne partie de la petite Kabylie. C'est quelque chose de quand même remarquable. C'était une guerre civile en fait. C'était une espèce de guerre civile en Kabylie où les Ottomans avaient intérêt à s'intéresser à la victoire d'une partie et pas l'autre. Enfin, c'est une thèse que je développe dans mon livre. À vous de voir si c'est convaincant. Mais dans cette histoire, voilà où je reviens à vos marabouts, aux Émiravens, il y avait une influence des Émiravens de la Haute-Djodjora. Et ils étaient du côté ottoman. Ils étaient dans le Saf Oufla. Et le Saf Oufla, c'était le Saf qui était contre les Ebuktochen. Et c'était le Saf favorisé par les Ottomans. Pour cette raison. Et donc, il y a donc des ironies dans l'histoire de la présence et de l'influence des Émiravens en Kabylie. À un moment donné, il anime la révolte. Et à un autre moment, ils sont plutôt du côté de la régence. Et on peut comprendre, parce que leur situation n'est pas simple. Et avec, surtout à partir du moment où la question de la pénétration de la Kabylie devient un problème politique majeur pour la régence, et où les ulama d'Alger et des autres villes ont tendance à développer un discours qui délégitime les marabouts. Et il faut tenir compte, il faut faire la liaison entre ce discours des ulama citadins contre ce qu'ils appellent de manière dédaigneuse les fakirs, les charlatans, etc. de la montagne. Donc ça veut dire que chez les hommes pieux, les autorités religieuses à la campagne, il y a une pression. Il faut quand même essayer de se faire reconnaître comme ayant une autorité religieuse réelle. Et il y a donc, ça devient serré. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a tout un développement sur cette question dans mon livre. Petite grande Kabylie. Oui. Alors, ce sont évidemment les Français, voilà, qui ont donné ces noms, grandes et petites. Je ne pense pas que les intéressés eux-mêmes parlaient en ces termes-là avant la France. Mais en même temps, je pense que quand même, les Français n'ont pas, sur le plan de la réalité sociale, ils n'ont rien inventé. Parce qu'il faut quand même tenir compte de cette existence de Qalanef Abbas et de Koubou. C'est-à-dire, c'était deux puissances régionales, l'une du côté, n'est-ce pas, de Djodjora, l'autre dans les Biban, le Gergo, à la lisière du Gergo. C'est-à-dire que quel est l'enjeu de cette question? À mon avis, l'enjeu, c'est que la Kabylie, est-ce que la Kabylie a été une unité politique? Est-ce qu'elle a été unie politiquement? Et certains ont voulu suggérer que les Français ont artificiellement divisé la Kabylie. Je pense que ce n'est pas artificiel. Je pense que la Kabylie a été unie momentanément, enfin, plus ou moins unie, pas tout à fait unie, dans le djihad contre les Espagnols, mais ça n'a pas duré. Et il faut même là, les Abbas qui venaient de fonder Qalab ne se joignaient pas à la djihad, au djihad mené par les Al-Qadi. Donc,
l'unité de la Kabylie, c'est une unité culturelle et linguistique, mais pas politique. Et je pense que, ce n'est que lors de la guerre de libération qu'on a vraiment réalisé une unité politique dans la Wilaya 3. C'est-à-dire là, c'était une unité politique, un commandement unifié plutôt. Mais à regarder de plus près, même pendant la Révolution, avec la Wilaya 3, que sur l'insistance de Qrim Belkacem, contrôler toute la Kabylie, n'est-ce pas? Ses collègues parmi les historiques ne voulaient pas lui accorder toute la Kabylie. Il y avait Qrim a insisté, vous voulez que je sois avec vous ou pas? C'était un peu ça. C'était à prendre ou à laisser, n'est-ce pas? Bon, voilà. Mais quand on se penche sur l'histoire politique de la Wilaya 3, on voit qu'il y a une hégémonie de la Grande Kabylie. Tous les chefs sont de la Grande Kabylie. Sauf peut-être Mira. Mira, il est la frontière. Il est à la lisière. Il est le versant sud, mais à Mleqash, donc. Le Michelet. Non, il n'est pas de Michelet. Non, il est proche. Il est d'Akbou. Non, il est de Tazmat. Alors, c'est la grande ou la petite? C'est ambigu, n'est-ce pas? Non, c'est pour ça que c'est... Et on a résisté. On n'a pas voulu accepter son droit à être le chef, n'est-ce pas? Il y avait la contestation de Mohamed al-Hajj, et puis finalement, le GPA a tranché en faveur de Mohamed al-Hajj. Alors, mais... selon les témoignages que j'ai lus, j'ai l'impression que la participation des Kabyles de la petite Kabylie a été très importante sur le plan militaire, très important, et Amirouche, évidemment, il a fait un grand travail en développant la présence de la LN là-bas, mais les gens de la vallée de la Soumam, de Dorzelagen, des Atwarlis, des Athabas, des Atiala et des autres arches ont participé. C'est très important leur participation, sans pouvoir vraiment contester la direction des gens de la Grande Kabylie. C'est quand même frappant. Et donc, il y a en quelque sorte un problème encore dans le rapport entre ces deux régions. J'aimerais bien connaître vos sentiments sur cela, vos analyses. L'appellation elle-même, elle est basée sur un élément démographique ou... Je pense que les Français ont dit grande et petite à cause des montagnes. Hein. Non, s'il y a une autre explication... Pourquoi ne pas adopter basse et haute Kabylie? C'est mieux, non? C'est-à-dire, on utilise ces termes d'une manière assez peu consistante et assez floue, n'est-ce pas? Mais la petite Kabylie est quand même très montagneuse. Hein, vous partez dans le Gargor, c'est it's a landscape très accidenté, escarpé, magnifique d'ailleurs. Ce sont des montagnards. Et donc on ne peut pas dire c'est la basse Kabylie. on arrive enfin. Alors, c'est vrai, je n'ai pas vraiment expliqué ma thèse sur la naissance de cette tradition de Safka. J'ai un peu loupé. Alors, prenons d'abord la question du droit, qui est quand même important. C'est quand même très très frappant. Enfin, moi je suis très frappé par le fait que les Français observateurs de la Kabylie pendant le XIXe siècle, ils ont sauté très rapidement à la conclusion que c'est une survivance de l'époque où l'Afrique du Nord était chrétienne. Canon, ça venait de l'église chrétienne. Et des Romains, et tout, ou des Romains, ou les deux, ou quelque chose. Que c'était une survivance d'une époque très lointaine. Et qu'aucun d'entre eux n'ont relevé que Canon était un élément du droit ottoman. Que les Ottomans, en développant leur système de gouvernement impérial, d'abord dans les régions centrales de l'Empire, Anatolie et puis les Balkans,
avant de l'étendre dans les pays arabes et Afrique du Nord. Ils ont le droit par lequel ils gouvernaient. Ce n'était pas simplement les charia. Ils ont développé un système de droit supplémentaire qu'ils appelaient qanun. Et c'était le qanun, c'était des lois qui ne prétendaient pas être d'origine divine. C'était des lois édictées par le sultan. Le sultan ottoman avait l'autorité de faire la loi sur certaines questions sur lesquelles le Coran ne disait rien. C'est-à-dire le rapport entre qanun et charia était un rapport de complémentarité. Alors les Français sautent sur qanun, se convainquent que ça date de l'Église de l'époque chrétienne ou romaine et se dit tout ça c'est le contraire de charia, c'est opposé au charia. Tout ça ce sont des fantaisies. Alors à mon avis, les Kabyles, regardons les Ottomans, comment ils se gouvernaient, regardons qu'il y avait charia pour certaines questions, mais pour d'autres questions d'ordre administratif, des règles à ne pas violer. Si vous violez ces règles, vous payez telle amende, il y a tel châtiment, etc. Ils ont copié ça. Ils ont pris cette idée, mais avec seulement ils se sont dit, on va faire nos propres canons. On ne va pas accepter le canon du Dey à Alger. Mais l'idée d'une loi man-made, c'est pas une invention des Kabyles et c'est pas une survivance de l'Église chrétienne. C'est, à mon avis, on a émulé la pratique des Ottomans. Donc ça, c'est un exemple, à mon avis, d'un aspect du self-government qui est d'inspiration ottomane. Mais pour la question des sfouf, et à mon avis, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre les conditions dans lesquelles naissent ce que j'appelle le Fadar des Igouawat, c'est-à-dire les grands Fadar, qui sont un élément nouveau sur la scène kabyle. Ça date du XVIe siècle ou du XVIIe siècle, et pas avant. Et c'est, à mon avis, c'est un fruit, un résultat d'une très grande turbulence dans la région. La région a été assaillie par des mouvements de population très importants. Après la chute de Bougie, il y a toute une partie de la population de la ville de Béjaïa qui se ruralise. C'est en partie l'explication du fait que chez les Atabas, les Atabas, ce sont des descendants des sultans hafsides. Ils sont liés, ils sont d'origine hafside, les émirs qui ont créé Qalan Atabas en Petite Kabylie. Mais si vous réfléchissez, les Atabas avaient une tradition de l'artisanat particulièrement raffinée. C'est une tradition d'origine citadine. Et je pense que la crise des villes côtières en ce moment-là, qui était un lieu d'affrontement entre les frères Barbarousse, l'Empire ottoman, l'Empire hafside d'abord derrière, et ensuite l'Empire ottoman et les Espagnols, il y avait un reflux des villes côtières à la montagne. En même temps, il y avait les conflits qui se sont éclatés entre les Ottomans et les Tradis. Une fois l'Alliance avait vécu, il y a des conflits, il y a des terrains d'affrontement militaire. Il y avait la rivalité entre Koukou et Qalan Atabas. Tout ça a créé des conditions qui ont précipité des mouvements de population et une immigration, surtout en Grande Kabylie, de tous les points. Il y a des gens qui viennent de l'ouest, du sud et de l'est. Il y a des familles dans les villages de Djodjara originaires de Guelma. Il y a des gens à Thagmothazouz originaires de Khsal Bukhari. Il y a des gens
Djeman Sahridj, originaire de la Kabylie maritime. Il y a un quartier à Djeman Sahridj qui s'appelle Izar Kfaoul. Harag Izar Kfaoul, n'est-ce pas? Vous êtes de là-bas? Oui, je suis de Djema. Ah bah alors, n'est-ce pas? Il y a des familles dont le nom du quartier annonce leur provenance. Et je sais, à Ouavan, il y avait des familles très influentes au village à l'époque où je faisais mon terrain, qui étaient originaires des Eflisen là-bas. Alors, donc, il y a des mouvements de population dans tous les sens, ça a créé une confusion, une instabilité très grande. Et je pense que ça a été parmi les facteurs qui ont motivé le regroupement des populations autrefois dispersées dans des hameaux, dans des grandes totales. Et on connaît 6 cas, parce que les Pères Blancs ont rendu compte de 2 cas, enfin, non, ils ont rendu compte du cas de Fagnontazos. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux des Pères Blancs, de Henri Genevois en particulier. Il y a une très belle monographie sur Fagnontazos. Comme quoi, il y avait, autrefois, c'était un ensemble de hameaux dispersés. Puis on a pris la décision, à un moment donné, de se regrouper et créer un seul village très serré. Il s'est passé la même chose à Thawrith Mengaleth, n'est-ce pas? Avec Sidi al-Hadi Boudarba. C'est lui, le saint, qui a expliqué à tout le monde pourquoi il fallait faire ça. Et puis, il y a le cas aussi, dont parlent les Pères Blancs, des 3 villages au cœur des Athiani, Atlarba, Atlarsen et Thawrith Mengaleth. Et là, c'était Sidi Aliou Yahya, je pense, qui était le saint qui en donne le crédit d'avoir prévu et préconisé cela. Et puis il y a aussi d'autres cas où c'est aussi le cas, je crois, du village de Tifilkout des îles. Et donc, et tout ça, tous ces cas qu'on connaît, et je pense que si seulement quelqu'un à l'université de Tizi Ouzou faisait une recherche, il trouverait tout de suite d'autres cas. Mais les cas qu'on connaît se situent tous aux mêmes époques. C'est autour des années, le fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Et je trouve ça très intéressant parce que ça coïncide avec le retour en force d'une vague d'activité missionnaire chez les Imraven dans le Haut-Djoudjara. Et c'est aussi au moment où l'alliance, enfin le rapport de coexistence entre les Ath al-Qadi et les Ottomans touche à sa fin et entre en crise. C'est-à-dire il faut mettre ensemble plusieurs choses, plusieurs tendances dans la situation politique, tendances dans la situation sociale et dans l'histoire religieuse. Et c'est à partir de là, avec l'émergence du grand Fadef, à partir de ce mouvement de regroupement, que le système politique chez ces populations est modifié. Et en particulier, la modification, à mon avis, est une modification qui complique beaucoup le jeu des sfouf. J'essaie d'expliquer dans mon livre, honnêtement, je ne peux pas me passer de vous recommander à lire mon livre. Alors, je sais qu'il faut apprendre d'abord l'anglais pour certains parmi vous. Je vais terminer dans une seule phrase maintenant. Il y a une autre chose que je ne vais pas expliquer, mais que je vais signaler. Et c'est pour compléter un peu ce tableau, cette esquisse de l'ensemble des facteurs qui ont remodelé le système politique. Il y a l'exhérédation de la femme. Il faut mettre ça aussi en rapport avec les autres choses que je viens de citer. Et l'exhérédation de la femme, à mon avis, c'est une chose, un événement très important qui a été complètement mystifié. Puisque la femme était déjà exhérédée avant. La femme n'avait pas le droit d'hériter déjà avant cette soi-disant exhérédation de la femme. La femme était contrainte à faire don, on disait hiba, de sa part de l'héritage à ses frères et au nombre mâle de la famille. Déjà, c'était une pratique en Kabylie, c'était une pratique ailleurs dans les campagnes algériennes. Dans l'Oranie, tout le monde faisait cette pratique de hiba. Personne ne respectait la charia dans ce cas.
Et d'ailleurs, ça se fait ailleurs. C'est le fait de nier à la femme le droit d'hériter des terres, etc. On disait, les Français ont voulu dire que c'est spécifique aux Berbères et aux Kabyles, et les Kabyles donc ne sont pas de vrais musulmans. Mais croyez-moi, cette pratique se fait toujours en Égypte, à la campagne. La femme n'hérite pas dans la réalité, elle fait des pas. C'est pour préserver, pardon, c'est pour préserver les Oui, on connaît la raison. Oui, oui. Que l'étranger, le genre où ne rentre dans Entièrement d'accord. Non, non, on sait pourquoi. Mais c'est-à-dire que donc, qu'est-ce qui s'est passé quand les Kabyles se sont réunis pour prononcer l'exhérédation de la femme? C'est un mystère. Vous avez compris, madame? C'est un mystère. J'offre une explication. Parce que il n'y avait pas une seule réunion. On disait qu'il y avait une réunion à Jaman Sahrij. D'autres disent qu'il y avait une réunion chez les Athwassif. Il y a les Athirathènes qui disent non, c'était chez nous, à Tezraougmou. Alors, c'est compliqué cette histoire. Alors, à mon avis, il y avait 3 réunions. Et même une 4e. Dans un ordre chronologique qu'il s'agit de comprendre. Et à mon avis, c'est un événement très très important qui a été décisif dans l'évolution de l'organisation politique de la Grande Kabylie. Et encore une fois, j'offre une hypothèse pour expliquer ça. Mais le but n'était pas de priver la femme de son héritage parce qu'elle était déjà bien privée. Soit par le moyen de la hiba, soit par le moyen du habous. Il y avait les 2 moyens de contourner la loi islamique sans le violer. Alors pourquoi les Kabyles se sont réunis pour dire « nous on rejette la charia ». Pourquoi proclamer ça? Pourquoi chercher un problème avec les ulama citadins? Pourquoi offrir à la régence ottomane un prétexte pour faire la guerre sainte contre les Kabyles? C'est un mystère, non? Alors il faut chercher une autre façon d'expliquer. Est-il justement un point de confrontation, je fais le lien avec la question de taille, entre les 2 traditions? Ça, c'est pas une scène où on voit la confrontation entre la tradition religieuse musulmane d'aspiration et l'autre qui est laïque ou celle du droit? Honnêtement, c'est pas comme ça que je choisis de l'expliquer, ce qui s'est passé. Parce que cette décision qui a fait scandale, et en faisant scandale, en quelque sorte appris aux Kabyles que leur choix politique était en train de créer une spécificité. Parce que c'était dénoncé par les ulama. Et quand on lit le commentaire, par exemple, de Hossein al-Warthila, il fait référence au point de vue des ulama de Begayeth. Et il est évident, cette histoire de proclamer ouvertement l'exhérédation de la femme, c'était un scandale. Et c'était un scandale qui n'était pas nécessaire pour priver la femme. Elle était déjà privée. Donc il y a quelque chose de curieux ici, n'est-ce pas? On est en face d'une énigme. Alors, à mon avis, c'était pas... ça n'a en rien, comment dirais-je, empêché les Kabyles de se sentir concernés quand il était question de djihad. Parce que ça s'est passé au milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire entre 1747, 8, 9, début des années 50. Un siècle plus tard, la Kabylie fait face aux Français au nom de l'islam, avec les Imravènes fournissant leur chef, Lala Fatma, et son frère. Ce sont les Imravènes, n'est-ce pas? C'est la grande lignée des Assyriens. Donc, on est toujours capable de faire la djihad. Alors, je ne vois pas que c'est pas vraiment un problème du rapport entre système de gouvernement et foi islamique. Les Kabyles restent pieux. Et ce qui est frappant,
La seule source qu'on détient sur cette affaire, c'est le procès verbal de la réunion chez les Atouassif, l'Assemblée des Pétrole et leur marabout. C'est un document qui est très 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 intéressant et qui est écrit par les Émiratiens, qui insistent sur le fait qu'ils sont orthodoxes. C'est quand même intéressant. Pourquoi ils insistent sur le fait qu'ils sont orthodoxes? Parce que c'est un enjeu, n'est-ce pas? Alors, bon, je ne vais pas tout dire sur cette affaire, mais à mon avis, c'était important parce que ces réunions, je livre une petite clé, provoquaient des formations des alliances qui ont duré par la suite. Et ça entre dans la composition du paysage politique par la suite. Bon, je vais dire. Mon cher Robert, on ne te remerciera jamais assez d'être venu de Boston pour nous éclairer avec cette